Est-ce qu'on peut tout dire? Les histoires de libération, est-ce qu'on peut toutes les raconter? Puis quand il n'y a plus de traces, on fait comment? Tiens, c'est comme cette chorégraphie-là. La police française autour d'un arabe. C'est depuis quand? Aujourd'hui plus qu'hier, il est important de savoir au milieu de quelle conversation politique nous naissons. Il y aura toujours les petits yeux fatigués qui ne voudront voir la violence qu'à travers l'origine de celui qui la commet, puis le regard un peu plus large, qui essaie de la comprendre dans sa vraie dimension. C'est-à-dire comme un phénomène politique. Parmi ces regards, il y a celui que nous offre Hajer Ben Boubaker dans son livre Barbès Blues. Elle y retrace l'itinéraire politique de l'histoire de l'immigration maghrébine à Paris. Hajer est née dans la capitale, elle est chercheuse et documentariste. Elle a créé le célèbre podcast Vintage Arabe et a réalisé plusieurs documentaires radiophoniques. Dans cette vidéo, nous allons nous rendre dans les endroits qui ont vu naître les premières conversations à propos des premiers rêves d'émancipation des peuples nord-africains. Et on va parcourir ensemble les petits chemins de traverse qu'ont dû prendre des femmes et des hommes pour écrire une histoire universelle de la libération, mais qu'on ne peut pas encore tout à fait raconter dans les récits officiels. Bienvenue dans le nouveau format de Blast. Les entretiens, mais pas sur un plateau. De l'autre côté. Bonjour Hajer. Salut Ibrahim, Salut. ça va? On était question de parler d'un livre sur Barbès. Bah oui, et on n'est pas à Barbès. Ah, exactement. C'est un peu ça le problème. C'est un peu la surprise du livre. Tu rentres pas dans Barbès en fait. Absolument. Donc c'est ce qu'on a raconté. Donc là on est sur la montagne Sainte-Geneviève. Ouais, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Donc on n'est pas très loin du Panthéon, donc on peut l'apercevoir de là. Et pas très loin du lycée Henri IV. Si on est ici, c'est parce que l'ouvrage commence ici. C'est l'endroit où on atteste pour la première fois d'une présence d'Algériens. Des premiers arrivants d'Algérie à Paris qui se sont installés, on pense, dans les années 10 ou 11, 1910-1911. On n'a pas de date exacte, mais on sait que c'est avant la Première Guerre mondiale. On rappelle aussi que la première génération d'immigrés, c'était pas encore une génération qui s'installait. Il y avait, par exemple, des gens qui venaient travailler, mais qui retournaient. C'était beaucoup de Kabyles au départ. Pour, par exemple, la récolte des olives en Kabylie ou encore pour le ramadan. Pendant assez longtemps, on a testé que les gens repartaient pendant quelques mois, enfin ramadan après ramadan. Mais quand même, on a quand même des gens qui s'étaient installés de manière durable. Et même ces personnes qui faisaient des allers-retours, elles faisaient des allers-retours. Donc elles revenaient en France et elles avaient une vie ici. C'était principalement dans la grande majorité des hommes, puisque c'était eux qui avaient été mobilisés pour le besoin de main-d'œuvre. Pour le cas de Paris, on sait qu'il y a la Société des omnibus de Paris à l'époque, et liée au métro aussi de Parisien, où on a employé en premier des main-d'œuvre, comme on disait, c'est-à-dire l'échelle la plus basse, l'emploi le plus précaire de la chaîne de l'usine. Et aussi à la raffinerie Saï, qui n'est pas située ici, mais qui est située dans le 13e arrondissement, donc dans le sud de Paris, qui a une histoire quand même intéressante. On sait peu de choses sur ces Algériens qui travaillaient là-bas, si ce n'est qu'ils avaient le travail le plus dur. En fait, il y avait eu un entretien qui avait été mené par un historien sur justement les ouvrières de cette sucrerie, qui étaient aussi pas des postes très avantageux, on va dire ça comme ça. Et en fait, ces femmes racontaient leur travail dans cette usine, qui était un travail terrible, et disaient, mais il y avait pire que nous, il y avait les Algériens au dos brûlé, à force de porter le sucre sur le dos. Ça, c'est les femmes qui bossaient là-dedans qui disaient ça. Qui le racontent. En fait, ce qui est vraiment surprenant, et ça aussi tu en parles dans le livre, c'est vraiment la disparition du corps, quoi. C'est-à-dire que même comme après un meurtre, quoi, il n'y a plus aucune trace. Ouais, il n'y a plus aucune trace. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai appris cette histoire. Donc moi, ça fait quelques années que je le sais. Moi, j'ai été étudiante dans ce quartier. En fait, tu te dis, en fait, il y a eu tout ça. Il y a toute cette histoire, il y a tous ces fantômes qui sont mes fantômes. Qui sont aussi une histoire qui est à la fois une histoire ouvrière, mais une histoire étudiante, des premiers étudiants venus d'Afrique du Nord, qui se sont regroupés dans cette fameuse association qui est située au 115 boulevard Saint-Michel, qui était située plutôt, mais qui a duré en plus plusieurs décennies, donc l'association des étudiants musulmans nord-africains, qui sous couvert en plus d'une association d'aide alimentaire et en fait, c'était une association politique où, pour la première fois, des Tunisiens, des Marocains et des Algériens se rencontraient et réfléchissaient ensemble à l'indépendance. Bourguiba était dedans, Ahmed Belafrege, l'un des signataires de l'indépendance du Maroc,
a été a même été fondateur d'ailleurs du 115. Mehdi Ben Barka par la suite, Mohamed Harbi, Hedi Nouira, Premier ministre, un des plus importants premiers ministres tunisiens. C'est à la fois une histoire de France, évidemment, parce qu'on raconte aussi des grands moments et des moins connus aussi de l'histoire française. Et c'est aussi une histoire transnationale, c'est aussi une histoire qui concerne les trois pays et qui concerne leur histoire d'indépendance et parfois qui concerne juste leur histoire culturelle. Absolument. D'ailleurs, on y reviendra sur le transnational. Et il y a un des symboles importants de cette histoire transnationale qui a été écrite, comme tu le dis, qui s'est passé aussi donc, au 27 rue de la Huchette, qui est le café Abdelkrim. C'est un des premiers cafés, c'est ça ? Ouais. C'est le premier café tenu par un immigré. Alors c'est pas le premier, on a du mal à attester duquel a été le premier ouvert. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que en fait, les Algériens arrivent à Paris à un moment où les Auvergnats qui tenaient les cafés, le café charbon comme on disait à l'époque, ces Auvergnats en fait rencontrent un problème, c'est que les enfants ne veulent plus travailler en tant que tenanciers parce qu'ils ont accédé à une ascension sociale. Donc ce qui est assez naturel, les enfants ne souhaitent pas reprendre un commerce. Donc ils commencent à céder leur gérance à des Algériens qui en fait au départ sont très souvent des ouvriers qui vont sortir proche de la retraite ou vers la retraite. Donc à l'époque, la retraite c'était pas 70 ans, c'était pas voilà. Donc parfois ils ont économisé un petit peu et notamment avec leurs femmes. Souvent leurs conjointes étaient françaises à l'époque puisqu'il n'y avait pas de regroupement familial. Donc il y avait des mariages mixtes avec des Françaises ouvrières aussi. Et en fait, ils avaient économisé un petit pécule en tant que couple et reprenaient une gérance. Et en fait, ça commence comme ça. On va trouver des gens pour nous aider pour l'administration. On va aussi trouver un endroit où on a des personnes qui ont la même sociabilité, donc qui vont écouter la même musique, jouer au même jeu. Et absolument. Ça va devenir le grand lieu de l'histoire politique aussi. C'est-à-dire c'est l'endroit où on peut se réunir et lutter contre la France et l'autorité coloniale. Absolument. On va voir ça tout de suite, justement, c'est là-bas qu'on va. C'est pas très loin d'ici. Ouais, on va marcher un petit peu. C'est quoi C'est vers Saint-Michel, en fait. C'est pas très loin du métro Saint-Michel. Le paradoxe qui continue. Ces lieux que nous allons voir sont aussi les symboles de cette tension contradictoire qui continuera de traverser les enfants d'immigrés. C'est ici, dans les rues de Paris, que s'organisait la lutte contre l'ennemi colonisateur français. T'as quand même t'as émergé, toi, avec l'histoire de Vintage Arabe. Ah oui, totalement. Mais moi, à la base, c'était pour mes potes. Bienvenue sur Vintage Arabe, première émission de, je l'espère, une longue série de podcasts consacrés aux musiques arabes. Sérieux ? Ah non, c'était pas mon but de faire carrière. Après, je suis contente. Tu vois, je vais pas me plaindre. Vintage Arabe. Vintage Arabe né à la base, c'était un blog. En fait, d'abord, c'était des posts Facebook. Okay. Et les gens, les amis, likaient, disaient « Ah ouais, c'est super intéressant, machin, nani ». Donc moi, ça m'a plu. J'ai fini par créer un blog. Okay. Et que personne lisait, à part mes potes. Okay. Et je sais pas, je me disais, est-ce qu'ils écoutent vraiment des chansons qui font 30 minutes ? Ou est-ce qu'ils mettent des likes par amitié ? Du coup, je me suis dit, je vais faire un podcast. Comme ça, en fait, ils vont être obligés. Et je mettais les chansons en entier, en plus. Comme ça, c'était sûr qu'ils étaient bloqués, ils devaient l'écouter. Et avec ce que tu fais sur Vintage Arabe et Barbès Blues, c'est cette intention qu'on sent beaucoup alors, je ne sais pas s'il est conscientisé, j'imagine que oui, dans la patrimonialisation, en fait, de la culture, de l'histoire immigrée nord-africaine, qui raconte et qui prend au sérieux ces questions-là. Ouais. Et qui les politise. Ça arrange en fait les gens qui veulent pas penser que ces gens sont politisés. Ça les arrange de juste se contenter de la musique et de pas se dire qu'en fait les gens, ces choses-là ont été produites dans un contexte, dans une société avec aussi une vie politique et que ça a pu impacter la production. Non, ça intéresse pas. C'est pour ça que pendant longtemps, on va prendre un sujet que t'aimes bien, le rail. Le rail, c'était Didi Traled, on s'amuse, c'est la chanson, mais en fait on s'intéresse pas de savoir d'où ça vient réellement. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette musique ? Quel sens ça a pour l'Algérie et pour le Maroc, et puis après plus tardivement pour tout le monde entier, mais en fait, qu'est-ce que ça a représenté pour la jeunesse ? Puis très rapidement, les Algériens finiront par être expulsés de la montagne Sainte-Geneviève, parfois violemment, afin de laisser place à un grand projet de rénovation du quartier, visant à accueillir les futurs touristes. Faut virer les Arabes, faut pas laisser de traces. Sur la fin de la montagne Sainte-Geneviève, tu rapportes dans ton livre, donc c'était le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris à l'époque, qui s'appelle André Roussil. Tu cites, il dit « Tout cela compose une faune bizarre et truculente, sale. Les touristes y viennent voir là des choses qui ne sont pas réjouissantes. » Et donc en 58, c'est le préfet de police Maurice Papon qui annonce la fermeture de plus de 60 hôtels meublés.
Donc, où vivaient les immigrés. Où vivaient les immigrés. Et tu dis la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont été complètement brutalisés. Parce qu'en fait, on essaie de reconstruire en fait, cet espace-là de la Et montagne lui, il avait Sainte-Geneviève. deux objectifs, c'est-à-dire on s'occupe de gentrifier ce quartier qui va devenir d'un coup un quartier touristique, mais c'est aussi on lutte contre les nationalistes algériens, enfin on lutte contre le FLN en faisant ça. Les mecs, pour donc, déloger en fait, ces familles-là, ils défoncent les portes, ils les laissent donc vivre sans porte pendant des jours. Oui, pour qu'ils sortent d'eux-mêmes, quoi. Il brutalisait des personnes qui vivaient dans les hôtels pour les expulser. Il brutalisait aussi les propriétaires des hôtels avec des redressements fiscaux, avec harcèlement fiscal. Voilà, enfin, ça a été très violent. Bah, il est là. Le café Abdelkrim, tenu par un certain Ahmed Mansouri. Pareil, plus aucune trace, pas une photo. C'est pourtant entre ces murs qu'ont eu lieu des conversations décisives et qui ont mené ensuite à la libération des peuples nord-africains. Tu dis que c'est ici notamment en fait, qu'il y a une conversation très importante entre Messali Hedj, qui était un peu à l'époque la tête du mouvement militant de l'étoile nord-africaine, et Ahmed Mansouri. Qui est une personne oubliée de l'histoire, mais qui moi m'a intéressée parce que Ahmed Mansouri, c'est un homme kabyle. Messali, il est originaire de Tlemcen. Donc, même pas du tout du même coin de l'Algérie. Ahmed Mansouri, il est sollicité par Messali Hadj pour justement rejoindre cette lutte pour l'indépendance et mettre à disposition les cafés. C'est-à-dire laisser les gens faire des réunions politiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au départ, les gens de l'Étoile étaient proches notamment du Parti communiste français, qui avait à un moment accueilli des gens issus de l'Empire. Dans une volonté de leur laisser un peu de place, sauf que bon, le PCF étant le PCF, oui, c'est sympa 2 minutes. Faut pas aller trop loin, notamment pour l'Algérie. Donc il y a une rupture. Il y a une rupture entre le PCF et les militants nationalistes. Pourtant, c'est un moment où ils se sont aussi politisés, puisque quand on arrive en France, on est très surveillés, on est très opprimés par le pouvoir colonial, mais on l'est quand même un peu moins dans le sens que quelqu'un qui vit en Algérie, où c'est une société extrêmement ségrégée, où un Algérien ne va pas se poser dans un café, dans la Grande Poste d'Alger, qui était à l'époque le quartier colonial, le quartier des Européens. Là, ils peuvent aller au café, ils peuvent sortir, ils peuvent faire des choses, et puis ils peuvent se syndiquer. Ils peuvent en tout cas se rapprocher de syndicats. Il fallait que j'emploie des moyens pour réveiller notre peuple. Et une fois réveillé, et une fois la matière prête, on essaye de lui donner la forme que l'on veut. Et en fait, au même moment, on a ces militants qui, eux, luttent pour l'indépendance de l'Algérie et se disent, bon, maintenant que le PCF nous a fermé les portes d'accès à des salles gérées par les syndicats ou par le PCF directement, vu qu'il y avait eu cette rupture sur l'idée notamment de l'indépendance totale de l'Algérie, ils avaient pris un peu leur distance du parti et ils s'étaient dit, bah, on va aller chez nous. Et chez nous, c'était où ? C'était les cafés. C'était les endroits de réunion, on se retrouve, on vit, parce que souvent, en fait, les cafés, il y avait l'hôtel au-dessus. D'ailleurs, c'est souvent parfois encore le cas. Donc, eux, ils vont essayer de trouver des endroits pour réfléchir et pour lutter ensemble. Mais les tenanciers, ils ont peur. Ils ont peur de fermetures administratives, d'un harcèlement policier, d'une expulsion, de poursuites judiciaires. Donc, ils sont pas chauds au début. Cette idée d'indépendance totale, c'est quand même un truc qui, sans être un désir nouveau, semblait insurmontable pour beaucoup. Donc les gens, ils pensent aussi quand même un peu à leur situation. Et ce que va faire l'étoile nord-africaine et Messali en se mettant un peu en leader, qui va devenir pendant des décennies par la suite, c'est de se dire, on va les convaincre. Donc ils se réunissent. Mais ils ne s'entendent pas. Moi, la conversation que je raconte, elle est attestée. Ils se sont vraiment retrouvés au café Abdelkrim pour parler de ça. Mais ils ne trouvent pas un point d'entente parce qu'ils le trouvent trop radical. Messali, il lui dit... Mec, non, il ne lui dit pas dans ces termes, on n'a pas les termes exacts, mais l'idée c'est qu'ils ne se mettent pas d'accord. Pourtant, ils vont venir à la charge et ils vont profiter de ce fait que cette ligue de commerçants qui se formait, en fait, ils en ont marre des autorités françaises. Là, c'est une opportunité aussi de se rejoindre. Finalement, la convergence va se faire. Elle va se faire un peu plus tardivement que la conversation que moi j'ai relatée dans le livre. Mais avant ça, qu'est-ce que se disent les militants de l'Étoile ? Ils se disent « Ah ouais, ils ne veulent pas nous accueillir ? Ben, on va les boycotter. On va boycotter leur café. On va inciter nos militants à ne pas y aller. On va dire à nos militants d'acheter les cafés. Et donc, des militants de l'Étoile se mettent à ouvrir des cafés.
Et là, les autorités françaises qui font chier, l'étoile qui met la pression, ah bah les gens, ils ont rejoint. Hein. Et à la fin, on retrouve Ahmed Mansouri, qui n'était pas partant au départ, à un meeting de l'étoile avec Messali, pour demander l'indépendance de l'Algérie. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est à la fois ces destins qui se croisent, dont on sait peu de choses, Messali, on en sait plus, mais finalement, on n'en sait pas tant que ça sur le début de son arrivée en France. On sait que c'est un homme d'une famille désargentée de Tlemcen, qui était déjà attiré par la chose politique en Algérie, qui arrive à Paris, qui veut vraiment se politiser, mais qui aussi, il était marchand ambulant, il a été ouvrier, il changeait de travail tout le temps, et qui s'investit dans la lutte politique pour l'indépendance aux côtés d'autres personnes. Et puis, il y a des destins d'hommes qui travaillaient. Et comment, en fait, ces gens-là se rejoignent et luttent ensemble? Ça passe aussi par la mise au pas. Et Messali, ce qu'il a fait, il a mis au pas les tenanciers au point de créer une cartographie de la lutte indépendantiste à Paris et dans d'autres villes d'ailleurs, parce que c'est pas spécifique à Paris. Lyon, la région lyonnaise, la région de Roubaix, là où il y avait en fait des ouvriers algériens, il y a eu un travail de se créer des lieux et de convaincre. Et c'est ça qui va être hyper utile par la suite, parce que qu'est-ce qui va se passer quand il y a la scission du MNA, Mouvement National Algérien, de Messali Hadj? Cette scission, elle va donner naissance à quoi? Au FLN. Le FLN est né de militants du MNA, c'est pas des gens qui étaient tout seuls dans leur coin. Mais après quoi? Comment on se finance? On va se financer par nous-mêmes. Et c'est la cotisation, l'impôt révolutionnaire. L'impôt qui était relevé auprès des commerçants. Au départ pour le MNA, que le FLN veut relever l'impôt. Et ça va provoquer quoi? Une guerre fratricide terrible, à Paris notamment, pour prendre le contrôle des cafés. Et de toute cette cartographie qui a été posée jalon après jalon sur plusieurs décennies. On voit ici comment est-ce que, donc le café Abdelkrim, qui était le lieu donc, de rencontres politiques importantes et tout à l'époque, se transforme donc en cabaret El Jazaïr. Et on voit aussi rapidement aussi comment est-ce que Paris, donc, et en particulier donc, ces petites rues ici, elles contribuent rapidement à la naissance et au développement d'une culture transnationale. Et avec le cabaret notamment, c'est ici que commence à se développer de nouvelles musiques. Donc ça, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup travaillé sur cette question. En fait, au départ, les labels qui enregistrent l'enregistrement sonore, ça arrive tardivement, fin du 19e siècle. Donc les gens viennent, et c'est un moment, en fait, l'enregistrement sonore, ça provoque quoi? Ça provoque une scène artistique professionnelle, avec un marché capitaliste de la vente de disques, de 78 tours à l'époque. Et donc les Maghrébins, ils s'insèrent tout à fait dans cette histoire-là, et Paris va être leur lieu de rencontre parce qu'ils vont d'abord signer dans des labels européens, et aussi c'est un lieu qui va pouvoir leur permettre de se rencontrer. Et ils vivent ensemble, ils vivent leur nouvelle vie professionnelle en tant qu'artistes, ensemble dans des lieux qui sont notamment les cabarets. Et les cabarets, ils se trouvaient ici, tout à fait ici, et c'était des cabarets, donc le premier c'est El Jazaïr, donc là où se sont retrouvés Ahmed Mansouri et Messali Hadj dans les années 20 devient dans les années 30 le cabaret El Jazaïr, ouvert par une famille algérienne. Et eux, ils proposent autre chose. Ils proposent un lieu avec une scène, avec des artistes qui font des interprétations live, avec un orchestre, avec des danseuses. Donc c'est pas un café. C'est pas un café où on boit son café, on boit son verre de Ricard si on boit de l'alcool, et puis on reste, on joue aux cartes. Non, c'est pas la même chose. On vient voir des chanteurs. Donc il faut qu'il y ait des chanteurs. Donc ils viennent en France pour se produire. Donc le El Jazaïr, qui est le premier lieu, va donner lieu à plein d'autres cabarets. Donc on va compter les Nuits du Liban, tenues par un Libanais, le Tam Tam évidemment, Tunisie, Algérie, Maroc, ouvert par Mohamed Ftouki, qui est le père de la grande chanteuse Warda El Jazaïri, ouvert juste derrière ici. En fait, on est juste derrière le cabaret, là où se trouvait le cabaret, et plein d'autres lieux. Parce qu'il y a un public. T'as les Arméniens, c'est un quartier très arménien ici aussi, et les Algériens croisent les Arméniens. Donc à Charles Aznavour, il connaissait le Tam Tam, parce que son père avait un restaurant juste dans la rue de la Huchette. Et lui-même est né rue Monsieur le Prince, donc un peu plus haut sur le boulevard. Donc lui et son père avaient un restaurant où il y avait de la musique arménienne. Et d'ailleurs, dans les orchestres, on retrouvait, bien sûr, principalement des Arabes, mais il y avait aussi des Arméniens qui jouaient dans les orchestres. Parce que, en fait, ils sont arméniens, ils viennent d'Anatolie, donc c'est les mêmes instruments. Et puis il y a aussi des grands chanteurs égyptiens qui viennent. Kalfoum est venu au cabaret Tam Tam. Farid El Atrache faisait des prestations au cabaret El Jazaïr. Et ces noms-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plus grands noms de la musique égyptienne.
C'est des gens qui venaient à Paris pour faire leur scène dans ces cabarets tenus par des Algériens, des Tunisiens. Donc on voit comment la musique à cette époque, en fait, c'est le lieu où viendront donc cultiver tous les immigrés parisiens leurs relations à leur pays d'origine. Il y a une espèce d'une création d'une nouvelle manière d'être au monde et d'être arabe qui se construit ici. D'ailleurs, il y a une phrase de Warda qui dit que tu notes ici à ce propos. C'est pas un cabaret qu'on a fait, c'est une idée nouvelle, c'est une idée à nous. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'était ni d'ici ni de là-bas, mais Quand elle parle d'une idée à soi, c'était aussi une idée d'un monde qu'on se crée à Paris. C'est-à-dire qu'elle a été élevée dans la musique égyptienne à Paris. Warda, elle ne savait pas lire et écrire arabe. Elle savait le parler. Sa langue maternelle, son père est algérien, sa mère libanaise. Elle écrivait au début ses chansons. Pour lire ses chansons, elle écrivait avec l'alphabet latin. C'est quand Wow. sa famille se fait expulser au Liban qu'elle apprend à lire et écrire arabe parce qu'elle était à l'école de la rue Saint-Jacques, pas très loin de la Sorbonne. C'était son école primaire. Donc et quand on entend parler Warda en français, elle a l'accent d'une titi parisienne d'un film de la Nouvelle Vague. C'était mon rêve quand j'étais petite. Je passais devant l'Olympia, j'avais 11 ans. Et effectivement, je disais à mon frère, tu crois qu'un jour, moi, je chanterai là-dedans? Un accent assez ancien, des années 50-60. Bienvenue à Barbès. bienvenue à Barbès, Hajar. Il y a plus de bruit que dans le 5e là. Ouais, effectivement, c'est un peu plus bruyant que dans le 5e. Et alors là, en fait, donc Barbès, maison mère des luttes de l'immigration, comme tu le dis dans le livre, Quartier le plus célèbre de Paris. quartier le plus célèbre de Paris. Et alors, tu racontes aussi dans le bouquin que la misère de Barbès, contrairement à ce qu'on peut croire, a précédé l'arrivée des populations nord-africaines. Alors ouais, de la Goutte d'Or, quand même, qui est quand même, si tu veux, un peu... si c'était un État indépendant, la Goutte d'Or serait la capitale. Tu vois mais en même temps, toute la zone qu'on voit là, c'est-à-dire cette zone qui démarre à La Chapelle, Barbès, plus loin Pigalle, un petit peu plus loin, ouais, Pigalle. En fait, tous ces quartiers-là sont des quartiers qui ont été rattachés tardivement à Paris. Donc, pendant longtemps, c'était les faubourgs de Paris. Et la Goutte d'Or, notamment, et cette zone ici de Barbès, était un faubourg de Paris qui était habité par des populations plutôt pauvres. Et puis, cette zone a été rattachée à Paris, ce qui va former partie du 18e arrondissement, enfin le 18e arrondissement. Et dans le même temps, à cette fin du 19e siècle, c'est aussi un des quartiers qui va accueillir beaucoup de personnes venant d'ailleurs pour travailler, d'ouvriers. C'est d'abord finalement une immigration interne à la France, Okay. avec les gens venus du nord de la France, les gens venus de l'est de la France. Bien sûr, vive l'Algérie. Et donc il y avait des gens d'autres régions. Et pourquoi ils arrivent? Parce qu'il y a notamment 3 gares qui sont créées, la gare Saint-Lazare, la gare du Nord et la gare de l'Est. Et la Goutte d'Or avait déjà mauvaise réputation, ce que les gens oublient. C'est-à-dire que Zola, quand il décide d'écrire l'Assommoir, il prend comme décor la Goutte d'Or. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était le summum de la misère ouvrière. Sauf que quand les Algériens arrivent, et comme les médias, les politiques sont racistes, ils vont considérer qu'en fait, le quartier, c'est comme si les Algériens allaient endosser tous les préjugés que le quartier avait déjà, plus le fait que ce sont des Arabes, donc ils sont dangereux. Le disque Arsovia, haut monument de l'histoire des indépendances nord-africaines. C'est en partie ici que bon nombre d'immigrés maghrébins viendront cultiver leurs relations à leur pays d'origine. La musique et la culture en général se mettraient bientôt à passer les frontières que les organisations politiques n'arriveraient plus à traverser. Mais Salih Hadj parlait, haranguait les foules, les artistes ont chanté, dansé, et au fond, peut-être qu'ils voulaient tous dire la même chose. Mais alors ici, on est devant le disquaire Sovia, donc un des plus vieux disquaires, t'en parles dans ton bouquin. Et dans ton bouquin, tu parles aussi de Warda à un moment donné. Son papa, il ouvre le Tam-Tam. Avant le Tam-Tam, il voulait l'appeler le Grand Maghreb. Donc parce que tu racontes donc, ce lien qu'il y a toujours entre la culture et la politique. Et on lui refuse, la préfecture lui refuse parce qu'on refuse en fait qu'ils politisent leur mouvement. Et il l'appelle Tunisie, Algérie, Maroc. Et je trouve que dans ce geste, il y a quelque chose de symboliquement super fort. Et donc tu le décris aussi tout au long de ce bouquin-là.
dans la manière dont ils arrivent à opérer une espèce de continuation du geste politique à travers la culture et la musique. Et c'est quelque chose qui va beaucoup nourrir en tout cas le mouvement politique de la population nord-africaine. Et je crois que le disque Arsovien est un peu aussi le symbole de cette période-là et de ce geste. En tout cas, c'est le premier endroit à Paris qui vend des disques du Maghreb ou du Proche-Orient. C'est pas une boutique qui était destinée à ça. Mais les destins des gens changent par les événements politiques et les changements de la société. Et pour Madame Sovia, parce que Sovia Musique, Sovia, c'est le nom de famille de la première propriétaire de la boutique, qui avait dans les années 40 une petite boutique, donc juste ici, qui vendait de la variété française et des partitions de musique. Et elle voit arriver progressivement beaucoup de garçons, de jeunes hommes en fait, qui lui demandent de la musique d'Algérie. C'est des ouvriers et elle n'a pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va contacter le producteur de chez Pathé, qui est algérien, monsieur Ahmed Hashlaf, qui gérait le catalogue arabe et berbère. Il lui dit en fait, donne-moi des disques. Il lui dit avec plaisir, moi je te file les disques et si t'entends parler de chanteurs, tu me dis. Et là, elle voit qu'elle a plein d'acheteurs qui arrivent, mais de tout Paris. Et elle change sa boutique. Et sa boutique, à partir de cette fin des années 40, début 50, ça va devenir une boutique exclusivement consacrée aux musiques arabes et à Mazir. Ça a été leur manière de se raconter. Parce que beaucoup de chanteurs étaient des ouvriers chanteurs, ou même quand ils n'étaient pas ouvriers, ils racontaient la vie en France. Les luttes, le racisme, la décolonisation, c'est tout le déracinement, le ghorba, comme on dit, l'exil. Ça va être toute une catégorie de chansons consacrées à l'exil en France. C'est hyper important dans ce genre musical qui fait que ça nous apprend presque autant que de lire un livre de sociaux, que d'écouter ces chansons. Et c'est pour ça que j'ai construit aussi l'ouvrage avec de la musique. La Goutte d'Or. Le travail d'Ajar permet de refaire l'archéologie politique de la violence des populations issues de l'immigration. La violence des habitants de Barbès, la généalogie de tout un certain nombre de conflits qu'on retrouve encore aujourd'hui. Comme cette fois devant le commissariat de la Goutte d'Or, où a eu lieu le premier crime raciste médiatisé. Dans certains endroits, c'est pas à la police qu'on a affaire, mais peut-être à la dimension coloniale qui a toujours existé dans certaines activités policières, même après les traités d'indépendance. Donc on est aussi ici devant le commissariat de la Goutte d'Or, enfin l'ancien. Ancien. C'est ici que c'était positionné, c'est ça? Ouais, c'est à peu près là. Il y a eu des rénovations, nombreuses rénovations, mais à l'époque, on va évoquer. Donc pendant la révolution algérienne, le commissariat était situé à ce niveau-là. Il donnait sur la rue qui est ici, là, et puis sur l'autre côté du boulevard. Ok. Donc je trouve que c'est un moment assez important de ton livre, parce que ça permet en fait, à la lecture de ton livre, de faire tout un certain nombre de généalogies, de compréhension sur les comportements aujourd'hui, par exemple, des populations issues de l'immigration. Et on sait par exemple qu'à l'époque, donc toi tu dis dans ton livre que c'était donc dans les années 50, pendant la colonisation, donc pendant la guerre d'Algérie, il y a eu un espèce de mouvement de personnes issues de ce quartier-là qui s'en sont pris au commissariat après une violence policière. Donc ça fait un peu écho aussi à ce qu'on peut entendre aujourd'hui et ça permet d'inscrire en fait les violences qu'on connaît aujourd'hui dans les quartiers populaires dans une espèce de mouvement politique un peu plus large, quoi. C'est le jour du Eid, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude qui vient dans le quartier, puisque c'est l'Eid, donc les gens célèbrent ici. Et 2 personnes sont arrêtées, accusées par la police, qui est donc toujours là un peu à rôder en fait, accusées par la police et par un commerçant d'avoir volé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont refuser l'arrestation en disant qu'elles n'étaient pas coupables des faits qui leur étaient adressés, enfin des accusations quoi. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, ça a provoqué une révolte des gens autour qui vont s'opposer à l'arrestation des 2 Algériens. Ça s'arrête pas là, puisque les 2 personnes sont embarquées dans le commissariat. Et en fait, les Algériens vont assiéger le commissariat. Les généalogies. On reproche souvent aux personnes issues de l'immigration et des quartiers populaires d'importer le massacre que subissent les Palestiniens en France. Dans son livre, Ajar rappelle au contraire que la lutte pour la libération de la Palestine a été constitutive des premières organisations militantes des personnes issues de l'immigration nord-africaine. Structurante même. Pourquoi ça a été structurant? Parce que ça a été d'abord sur la question palestinienne que les personnes d'origine maghrébine et aussi, parce qu'il ne faut pas négliger des personnes d'origine du Proche-Orient, se sont mobilisées en France. Donc des gens se réunissaient pour en parler
Et finalement, on finit par adopter un modèle, mais qui était un modèle répandu à l'époque, celui des comités Vietnam. C'était les premiers... Voilà, le comité, enfin il y en avait plein, Vietnam national, ça dépendait un peu de ta couleur politique dans quel comité tu étais. Et ben on crée des comités Palestine. Et parmi les créateurs et les cofondateurs de ces comités Palestine, il n'y a pas que des intellectuels français qui se révoltent. Il y a évidemment d'abord des étudiants arabes. Ça va en fait construire la lutte antiraciste, parce que du coup, on va pas que lutter pour la Palestine, on va lutter aussi contre le racisme en France. On a décidé, quelques-uns d'entre nous, pas tout le monde d'ailleurs, de faire en sorte qu'il se crée des comités palestiniens à l'image de ces Palestiniens qui se battent pour leurs droits, qu'il puisse y avoir des gens qui en France, se battent pour leurs droits aussi. Et tout ça, c'est très concomitant en fait. C'est très, ça se passe au même moment. Et pourquoi il y a le MTA qui se crée, le mouvement des travailleurs arabes? Ça aurait pu continuer en comité Palestine, parce que voilà, les comités Palestine, c'est les comités Palestine qui sont allés rue de la Goutte d'Or en 71 quand Djelali se fait tuer et qui médiatisent la question de ce crime raciste qui devient le premier crime raciste médiatisé après l'indépendance de l'Algérie. Et à la Goutte d'Or, il y avait aussi Saïd Bouziri, un des fondateurs des comités Palestine, puis du MTA, le mouvement des travailleurs arabes. En 72, après la circulaire Fontanet qui plonge un certain nombre de travailleurs immigrés dans l'illégalité. Avec sa femme Faouzia, il se réfugie dans l'église du quartier et entame une grève de la faim pour demander leur régularisation. Alors là, ça c'est l'église Saint-Bernard, qui était à l'époque gérée par un curé, donc Louis Galimardet. Et là, on a un endroit qui s'appelle la salle Saint-Bruno, qui était juste en face, à l'époque, qui était la chapelle Saint-Bruno, qui maintenant est une salle associative. Et en fait, Louis Galimardet, c'est un monsieur, c'est cette gauche, c'est chrétien de gauche, les curés rouges presque, comme on les appelait à l'époque, qui décide de lutter avec les immigrés. Et quand Saïd Bouziri est menacé d'expulsion avec sa femme Faouzia, qui vit encore dans le quartier d'ailleurs, Faouzia, en fait, ils sont menacés d'expulsion parce qu'ils ont lutté pour la Palestine et que les étrangers étaient soumis à la neutralité politique. Et qu'en plus, il y avait eu l'affaire Djelali Ben Ali. Donc les autorités françaises veulent les renvoyer en Tunisie. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la grève de la faim pour les papiers. Et c'est Galimardet qui les accueille en leur disant « Venez ici, j'ai une salle, c'est la salle Saint-Bruno ». Il se trouvait que si on nous avait expulsés, c'est un peu parce qu'on criait en fait. Hein. C'est pas plus que ça. Et on ne représentait rien. Comment on va faire grève de la faim, nous sommes des non-violents. Et donc ils vont faire la grève de la faim avec au-dessus d'eux un drapeau palestinien pour demander à ne pas être expulsés. Et donc il va y avoir des soutiens au square La Chapelle qui est juste à côté, avec Genet, Sartre, Foucault qui vont venir à la manifestation pour demander qu'on n'expulse pas ce couple de militants. Cette église, c'est la première église qui est à la Goutte d'Or. C'est Galimardet qui ouvre les portes de son église pour la prière du vendredi aux musulmans. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ceux à qui on reproche à l'époque peut-être une espèce de séparatisme, de communautarisme, ils trouvent refuge en fait à ce moment-là. Auprès de gens qui... dans une église. Dans une église, ouais. Dans une église gérée par un... Et quand tu dis pris le vendredi soir, pris le vendredi, la prière rituelle du vendredi. Oui, elle était acceptée, il avait ouvert les portes de l'église pour le vendredi parce qu'il n'y avait pas de mosquée à l'époque, dans le quartier. T'as une phrase, donc parmi les ellipses, là où tu parles à la première personne, dans l'incarnation de ce bouquin, où tu dis « Nous n'étions ainsi pas les seuls à sentir que le sac tati pouvait être un stigmate. Les parents ne s'en rendaient pas compte, on n'y prêtait pas attention, pragmatique avant tout. Et nous savions, nous, qu'un sac tati nous installait quelque part en bas de l'échelle sociale. » C'est vrai ou pas? Fallait-il alors le cacher? C'était vrai ou pas? Mais aussi sur ce décalage, comme dit Abdelmalek Sayad, entre les parents et les enfants. Les parents et les enfants. Ouais. En fait. Parce que eux, normal, c'était une bonne affaire, c'était un magasin évidemment qui comptait. Et à la fois, je pense que des enfants qui pouvaient, à l'occasion avec une certaine conscience des classes qui est liée à l'école, par exemple, savaient qu'un sac tati, t'étais pas habillé en jacadi, quoi. T'es habillé en tati ou voilà. Donc on savait que c'était pour les pauvres tati. Ils ont apprécié l'esprit tati avant ils se gentrifient, qu'on essaye de le gentrifier, tu vois. Ils avaient conscience du truc. Les enfants, c'est un peu différent, mais en même temps, c'est des souvenirs d'enfance qui sont à la fois longs, parce qu'un enfant qui reste 2 heures à tati pour les courses, c'est relou. Voilà, c'est la vérité que c'est relou, mais en même temps, c'est des bons souvenirs. Des souvenirs d'après-midi en famille. Donc c'est nuancé. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais ou tout est super. C'est les deux à la fois. Bravo, c'est une fin de tournage. On va venir sur cette phrase, c'est nuancé.
Ça veut pas dire que c'est pourri ou mauvais, c'est les deux à la fois. C'est un peu ce qu'on peut dire sur le marjan d'ailleurs, la pâte à tartiner. Pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais. On va dire que c'est nuancé. C'est nuancé. La vie, c'est nuancé. En France, il y a les droits de l'homme, puis il y a autre chose aussi. Mais alors qu'il n'y a plus de traces, on fait comment? Des luttes et des traces disparues, qu'est-ce qui reste? Ah, c'est toujours comme ça. Épuisé de n'avoir rien trouvé à l'extérieur, aux murs des bâtiments qui ont changé, aux adresses qui n'existent plus, on découvre souvent que tout ce qu'on cherchait se trouvait en fait ailleurs. Les cafés Abdelkrim et Messali Hadj, les corps noyés et les grèves de Saïd Bouziri. Heureusement, tout est sauvé. Tout est là. Dans la colère des vendeurs de cigarettes, la violence sacrée des quartiers populaires, dans la nostalgie d'Ajar, et le blues de Barbès. Par contre, dans les crêpes, c'est super. Marjan. Exactement.